Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. L'émission Africa Europa est encore sur le plateau. Cette fois-ci dans un cadre spécial, parce que nous sommes dans le cadre de la grande conférence à haut niveau entre l'Union africaine et l'Union européenne qui se passe à Bruxelles. Et dans ce cadre-là, nous avons eu le bonheur et l'honneur de recevoir Madame Francine Muyumba, qui est la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Et avec elle, nous aurons donc à débattre des problèmes de la jeunesse sur ce continent-là. Mais avant cela, je vais d'abord dire bonjour à ma co-présentatrice Mona Pambele. Mona, bonjour. Bonjour Ousmane. Et à ma droite, Marie de Tillier. Marie de Tillier est coach en business et aujourd'hui, elle va nous parler de la manière dont elle travaille avec les jeunes de la diaspora africaine et ce qu'elle fait réellement dans son travail de tous les jours. Vous savez que l'Afrique, c'est le continent le plus jeune. Aujourd'hui, un travailleur sur 4 dans le monde est africain enfant. Mais que faut-on de tous ces enfants-là? C'est la question qu'il faut poser à la fois entre nous, journalistes, analystes, mais à donc Madame la présidente donc, de l'Union panafricaine de la jeunesse pour comprendre quels sont les objectifs, les priorités prises par les autorités africaines en face de cette situation. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour, merci. Voilà. Alors, en tant que présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, un organisme qui gère toute la jeunesse au niveau de l'Afrique, quel est le constat aujourd'hui sur la jeunesse africaine? Est-ce qu'il y a des avancées au niveau de la situation des jeunes en Afrique? À 3 jours, le 20 novembre, on a fêté la journée de droits de l'enfant. Quel est le constat aujourd'hui? Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour l'invitation, bien évidemment, pour parler de la jeunesse africaine qui est aujourd'hui l'actualité, une jeunesse qui est fistrée, une jeunesse qui ne se retrouve pas. Et aussi vous rappeler que plus de la moitié de la population africaine est constituée de la jeunesse. Donc cette dividende démographique représente une opportunité et non un problème à l'Afrique comme tel, comme on l'a dit. Donc, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire au niveau du continent. Néanmoins, la grande responsabilité est entre les mains des dirigeants africains de voir comment faire rêver cette jeunesse, de voir comment donner l'espoir à la jeunesse africaine aujourd'hui qui est en train de perdre cet espoir sur le continent et en train de quitter les continents pour venir chercher l'avenir meilleur ici en Europe. Et pourtant que l'Afrique est jeune et l'avenir est en Afrique, nous pensons que d'une manière ou d'une autre, nous devons améliorer la façon dont nous investissons dans la jeunesse, la façon dont nous facilitons l'accès à l'éducation de jeunes gens sur le continent, la formation et aussi la participation politique de cette jeunesse, la participation dans le processus de paix et sécurité sur le continent et surtout la promotion de l'entrepreneuriat, parce que le grand problème, c'est le chômage des jeunes. 12-60% des chômeurs africains sont jeunes. Alors si nous avons 60% de chômeurs africains qui sont jeunes, comprenez que le temps de créer l'emploi pour les jeunes et aussi promouvoir l'entrepreneuriat qui est vital à la création de l'emploi, surtout dans les secteurs agricoles, parce que c'est l'agriculture peut faire décoller l'Afrique et créer les emplois pour les Africains. Justement, vous parlez de la problématique du chômage. On reproche souvent à l'Afrique de réserver l'éducation à une certaine élite. Il y a beaucoup de jeunes talents en Afrique, mais qui n'ont pas l'accès à la scolarisation. Ensuite, des jeunes talents qui n'ont pas l'accès aux aides financières. Qu'est-ce que l'Union panafricaine de la jeunesse fait pour combler ce déficit? Quand nous parlons de l'éducation, Mona, sans pour autant aller en profondeur de cette question de l'accès à l'éducation par les jeunes Africains, l'éducation c'est la base. L'éducation c'est la base de n'importe quel développement. Et si un État responsable n'investit pas dans l'éducation,
c'est tout l'avenir d'un État qui est mis en difficulté parce que une société qui est éduquée, de jeunes gens qui sont formés, je pense que l'avenir de nos différents États est entre de bonnes mains. Alors, ce qui concerne l'éducation sur le continent, il nous faut une éducation de qualité. Par exemple, surtout pour les jeunes filles, l'accès à l'éducation, comme je venais de le dire tout à l'heure, je fais partie de la Commission internationale de l'éducation qui a été mise en place par les Nations Unies. Je suis dans le panel des jeunes au niveau mondial. Nous avons plus ou moins 122 millions de jeunes filles qui sont en dehors de nos écoles. Dont 50% de ces 120 millions de filles se trouvent en Afrique. Donc, il y a un danger sérieux et normalement, 75% des jeunes en Afrique accèdent à l'éducation, mais seulement 8% de ces jeunes arrivent à entrer dans l'université ou à accomplir leurs rêves à ce qui concerne l'accès à l'éducation. Et aussi, il faut que l'éducation soit accessible à tous les jeunes, surtout dans les milieux ruraux. Les jeunes qui ont des difficultés à vivre dans nos capitales, les jeunes qui ont des difficultés à arriver dans nos villes. Nous devons amener les institutions académiques dans leur milieu un peu plus reculé pour leur permettre également d'avoir l'accès à l'éducation et aussi investir beaucoup dans l'éducation au niveau du continent. Ok. Justement, il y a l'article 28 de la Convention de Genève relative aux droits de l'enfant qui stipule que tout enfant a droit à l'accès gratuit à l'éducation. Mais il y a un constat, tous les pays africains n'appliquent pas. Par exemple, le pays, qu'en est-il par exemple en RDC? Est-ce que tous les enfants ont droit à une scolarité gratuite? J'aimerais tout d'abord dire qu'en commençant par mon pays, la République démocratique du Congo, parce que nous sommes en train de fournir les efforts que nous pouvons pour promouvoir l'accès à l'éducation de la jeune fille, où les filles sont nombreuses aujourd'hui dans les écoles, que le garçon en RDC. Donc, le droit, je pense que la scolarisation gratuite est la responsabilité des États pour faciliter l'accès à l'éducation de plusieurs jeunes au niveau de l'Afrique. Il y a les États qui arrivent à mettre ça en place où l'école primaire et secondaire est pratiquement gratuite, mais il y a encore des États qui ont commencé progressivement. Par exemple, chez moi, de première à quatrième primaire, il y a l'accès gratuit à l'éducation. Et moi, je pense que nous devons aller au-delà de ça. Et aussi, nous devons avoir l'éducation qui est adaptée aux réalités de l'Afrique. Parce que si nous sommes en train de former nos jeunes gens dans le cadre de systèmes éducatifs qui ne sont pas adaptables aux réalités de l'Afrique, là, nous ne sommes pas en train de faire un bon travail parce qu'au finish, ils ne seront pas en mesure de résoudre le problème que nous avons au niveau de nos communautés, parce que le problème de l'Europe ne sont pas exactement les problèmes de l'Afrique. L'Afrique a ses réalités, tout comme l'Europe également a ses réalités. Donc nous devons faire les choses qui cadrent avec les réalités et les problèmes que les Africains traversent en ce moment. Okay. Avant de poursuivre avec Madame la Présidente, on va peut-être présenter Marie de Tilly, ou on va laisser Marie de Tilly se présenter à Madame la Présidente, parce que vous êtes coach en business étiquette. Oui. Vous occupez de la jeunesse mondiale, parce que vous voyagez énormément. Vous êtes aussi occupé de jeunes Africains. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement de ce que vous avez fait au niveau de la jeunesse africaine? Oui, je vais vous en parler, mais je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invitée dans ce plateau. Merci beaucoup aussi, Madame la Présidente. Je suis ravie de vous rencontrer. Oui, moi, je travaille plutôt dans l'éducation, c'est-à-dire que je coach des hommes comme des femmes dans tout ce qui est business étiquette, mais aussi beaucoup dans des écoles, dans des universités, sur tout ce qui comporte l'entrée dans le monde du travail. C'est plutôt ma spécialité, c'est-à-dire comment arriver à un interview, qu'est-ce que c'est, quel est le bon comportement à avoir. Et c'est ce que je fais à l'étranger, en Afrique,
et aussi dans d'autres pays comme la Russie et tous les pays et aux États-Unis et en Chine aussi maintenant. Quand, Mona, vous me parliez des Africains, je travaille, comme je vous le disais, je suis professeure, j'interviens dans beaucoup d'écoles comme Dauphine, en master de finance, des écoles de commerce, mais j'interviens aussi dans des banlieues difficiles, par exemple au Val-Fouré, qui est à côté de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Ce sont des banlieues qui effectivement sont plutôt peuplées du continent africain, que ce soit le Maghreb comme l'Afrique noire. Et je m'occupe plutôt des jeunes filles. C'est le conseil général qui m'a demandé de venir et de m'occuper des jeunes filles qui étaient, je précise, consentantes. C'est-à-dire que je n'ai pas pris tout le monde. J'ai eu des jeunes filles consentantes entre 18 et 25 ans. Mon constat d'abord sur un groupe d'une petite vingtaine, d'entre 18 et 25 ans, il y a quand même des jeunes filles qui, pour moi, je suis désolée, mais quand on a 18-20 ans, on est encore jeune, et jeunes filles, étaient mariées avec plusieurs enfants. Comment voulez-vous que ces filles qui ont déjà 2 ou 3 enfants accèdent à l'université, accèdent à des jobs intéressants? Ça a été très compliqué. Bien sûr, dans le lot, j'ai repéré une jeune qui était sénégalaise, enfin qui est sénégalaise, et qui remplissait toutes les conditions, c'est-à-dire qui en voulait, qui était encore libre. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup aidée à rentrer dans dans une école, puis dans un travail plutôt très intéressant. Et maintenant, elle est en Angleterre, elle termine, elle est dans une très bonne école, enfin pas école, mais dans une très bonne entreprise française qui l'a envoyée en Angleterre parce que c'est une fille qui parlait déjà l'anglais et qui a réussi surtout à s'adapter. Elle avait tout de suite, moi j'ai repéré qu'elle était elle était vraiment adaptable. Et ça m'a vraiment fait plaisir de l'aider. C'est quelque chose, si vous voulez, ce qui m'a vraiment le plus frappée, c'est le fait de la lacune. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, il y a une vraie différence entre hommes et femmes, je suis désolée de le dire, mais j'ai repéré qu'elles n'étaient pas forcément très libres, pas un accès facile à l'éducation. Et comme je fais ça sur du long terme, 2 ans après, je n'ai rencontré une autre qui, évidemment, était mariée, avait porté un voile, enfin, et qui pourtant m'avait dit dès le départ qu'elle avait envie de travailler, qu'elle avait envie de poursuivre ses études. 2 ans après, c'était fini. Son rêve était déjà terminé. Et c'est ça que je trouve dommage. Si je peux interférer, si je peux travailler un peu plus moi, dans ce genre justement de programme, moi, je trouve ça très important, c'est peut-être de les prendre un peu plus jeunes, vers 16-18 ans, pour leur expliquer que la liberté passe par l'éducation. C'est vraiment, c'était comment dire, j'essayais de leur expliquer que leur liberté passait par l'éducation. Et c'est les femmes qui peuvent entendre ça, parce que ce sont elles les futures mères, et ce sont elles qui vont pouvoir plus tard inculquer ça à leurs enfants, et à leurs enfants filles. Et puis, vous savez qu'il y a plusieurs femmes sur le continent qui souffrent, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Par exemple, comme venait de le dire tout à l'heure, les jeunes filles, parce que l'éducation donne cette liberté d'expression, donne la possibilité de comprendre ses droits et les défendre. Et sans l'éducation, toutes ces jeunes filles continueront à souffrir et à ne pas avoir la possibilité de se défendre, de se distinguer dans la communauté et aussi de mettre à la disposition de la nation, de leur pays, ce dont elles sont capables de faire sur l'ensemble du continent.
nous avons des femmes qui se retrouvent dans des mariages forcés, des mariages précoces, des mariages non voulus, tout simplement parce que leurs parents ont décidé, leurs parents ou leurs tantes ont décidé dans la famille pour que se marient, pour qu'elles puissent commencer une famille à l'âge de 14 ans, à l'âge de 15 ans. Et je pense qu'il y a quand même les États qui sont aujourd'hui de plus en plus sensibilisés par l'Union africaine parce que au niveau du continent, nous avons des stratégies et des politiques qui visent à promouvoir l'accès à l'éducation de la femme et surtout de la jeune fille. Et ça, c'est au niveau continental et aussi au niveau de nos États parce que il y a quand même des États qui arrivent même à criminaliser le mariage forcé de jeunes filles sur le continent, tels que les Zimbabwe et d'autres États qui sont en train d'emboîter les pas. Parce que si nous n'arrivons pas à criminaliser tous ces mariages forcés, ces mariages précoces, nous ne sommes pas en train de faire justice à la jeune fille et aux femmes qui peuvent sauver nos nations demain, parce qu'il y a l'adage qui dit, quand nous éduquons une femme, nous éduquons toute une nation. Exactement. Et quand nous arrivons à former des femmes, je pense que beaucoup de choses peuvent changer au niveau de nos sociétés, au niveau de nos États. Donc je suis d'avis avec vous parce que il y a cette jeune fille qui souffre dans l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique, dans l'Afrique du Nord, tout comme dans l'Afrique australe, Oui. où les jeunes filles sont forcées. Le poids de la famille, le poids de l'honneur de la famille, leur honneur passe par là. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un rôle énorme à jouer au niveau des politiques. C'est les politiques qui devraient prendre leurs responsabilités aussi, parce que quelque part, on leur donne aussi, ils reçoivent des subventions quelque part pour arrêter ces mariages forcés. Donc je pense que les politiques doivent jouer leur rôle aussi bien en Afrique qu'en France. En France aussi. Mais ça ne revient pas seulement aux politiques parce qu'il y a des pratiques qui se font selon nos cultures au niveau du continent, dont la responsabilité est tellement partagée, y compris au niveau des leaders religieux, par exemple, et aussi nos coutumes sur le continent qui favorisent tel genre de pratiques qu'il faut à tout prix bannir. Mais moi, je pense qu'il revient aux politiques d'imposer certaines choses qui peuvent quand même interpeller les uns et les autres, surtout nos traditions religieuses et autres. Je suis complètement d'accord avec vous sur ce sujet, sur les coutumes, sur les traditions. Mais quelque part, ça arrange aussi pas mal les parents de marier leur fille, parce que c'est une question d'argent aussi. Une question, vous allez quand même me dire qu'on voit par exemple qu'il y a une certaine élite africaine, peut-être ou autre, mais en tout cas une élite africaine, de femmes qui ont accès plus facilement à l'éducation parce que leurs parents sont éduqués ou ont une certaine facilité, une certaine aisance. Donc dans ces conditions, c'est vrai qu'on peut très bien retarder un mariage qui ne sera pas à 14 ans et on peut même dire à ces jeunes filles qu'elles se marieront par amour. Là, il y a une question de pauvreté aussi. Et c'est justement, on va un peu vite aller, est-ce que par rapport justement à ce dont Marie de Tilly parle, il n'y a pas, en ce qui concerne le genre, une institution, une structure au sein de l'Union panafricaine de la jeunesse qui traite vraiment concrètement et principalement de ce problème concernant les jeunes filles? Parce que, mis à part le mariage précoce, il y a aussi les grossesses précoces. Il y a aussi la grossesse précoce. Et la grossesse précoce aussi, il y a aussi l'accès aux soins de santé au niveau des jeunes filles. On a vu par exemple en Afrique où il y a des hôpitaux qui tenaient en otage, on a vu des prisonnières dans les hôpitaux parce qu'elles ne savaient pas payer les soins de santé ou même les frais d'accouchement, et elles étaient retenues dans l'hôpital, où on a vu des exemples où des jeunes filles sont obligées d'accoucher
hors de la structure hospitalière parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et est-ce que tout ça, il y a des projets? En fait, c'est un défi que nous devons relever d'abord au niveau de mon institution, l'Union panafricaine de la jeunesse, parce que nous avons cette responsabilité de promouvoir, nous le faisons quand même, nous faisons entendre la voix, parce que nous sommes les porte-parole, nous devons porter la voix de cette jeunesse, y compris les jeunes filles. Néanmoins, je pense que c'est un grand défi encore que nous devons relever au niveau de l'institution d'abord et au niveau de l'Union africaine aussi, parce que nous sommes une agence spécialisée de l'Union africaine en matière de la jeunesse. Nous sommes élus par les États membres de l'Union africaine, dont nous représentons tous les 55 États de l'Union africaine. C'est la première fois depuis l'existence de l'Union panafricaine de la jeunesse qu'on a une femme à la tête. D'abord, depuis 1962, à l'époque, parce que l'Union panafricaine de la jeunesse, en ce moment-là, s'appelait le mouvement de la jeunesse africaine. Et créé par nos pères fondateurs, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré et consorts, pour lutter contre la colonisation des États membres, des États africains. Et c'est à l'époque où, même à travers de cette organisation, le mouvement de la jeunesse africaine, que nos dirigeants, nos pères fondateurs s'étaient inspirés de créer l'organisation de l'Union africaine parce que les femmes luttaient et les jeunes luttaient. Et à travers ces mouvements, nos dirigeants et nos pères fondateurs étaient inspirés de se diriger vers la création de l'organisation de l'Union africaine à l'époque, aujourd'hui appelée l'Union africaine, et à l'époque l'Union panafricaine, le mouvement africain de la jeunesse, aujourd'hui appelé l'Union panafricaine de la jeunesse, parce que nous devons plus viser le développement économique, la création de l'emploi des jeunes, qui était plus l'action qui était plus politique, mais aujourd'hui c'est visé sur le développement économique de l'Afrique et voir comment résoudre surtout les problèmes que les jeunes Africains sont en train de traverser en ce moment. Donc c'est pour dire que la question de la jeune fille nous préoccupe également, Mona, au niveau de l'Union panafricaine de la jeunesse et au niveau de l'Afrique, bien évidemment. Et j'aimerais avoir plusieurs jeunes filles leaders au niveau du continent, parce que nous sommes presque 13 dans le comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, dont seulement 2 femmes, moi-même à la tête de la République du Congo, et une aussi représentante de la Tanzanie, qui est secrétaire générale adjointe de l'Afrique de l'Est. Donc, à ce qui concerne le grossesse non voulue de jeunes filles sur le continent, il y a de cela quelques mois que nous étions en train de débattre, parce qu'il y a les États qui ont freiné les jeunes filles d'aller à l'école parce que elles avaient mis au monde, parce que il paraîtrait qu'ils ne voulaient pas voir ces jeunes filles s'asseoir avec d'autres enfants dans les écoles, soi-disant que ça pouvait mettre les autres enfants mal à l'aise, par exemple à l'école, en sachant qu'ils ont des filles mères au niveau de leurs écoles respectives, au niveau de nos États. Mais moi, je pense que c'est une chose à ne pas encourager, parce que toutes ces jeunes filles ont droit encore à l'éducation, et je pense que c'est un droit universel, c'est un droit de l'homme, c'est un droit que nous devons tous respecter, peu importe la situation où se retrouve l'individu ou la personne. Il a droit à tout moment de reprendre ses études, de reprendre l'école sans pour autant mettre de blocage au niveau des États. Donc ça se faisait déjà, et c'est là une année, et il y a des États qui ont imposé ça, mais nous nous sommes dit, nous avons barré la route à tout ça, et nous allons continuer à Il y a beaucoup de défis, madame. Mais est-ce qu'il y a une politique de contraception qui est mise en place? Bien sûr, afin d'éviter d'avoir plusieurs enfants qu'on n'arrive même plus à prendre en charge, et qu'on n'arrive même pas à assurer leur éducation, et qu'on n'arrive même pas à couvrir leurs besoins au niveau de nos familles respectives. Madame la Présidente, les défis sont vraiment énormes. Et vous savez très bien qu'au niveau de l'Union africaine, on a partagé donc le continent en 5 grands groupes. Mais on parle toujours du 6e grand groupe, c'est la diaspora. Et cette diaspora, de plus en plus, occupe une place et une préoccupation, ne serait-ce qu'au niveau des décideurs africains. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait?
à travers donc les quelques exemples que, par exemple, Marie de Tillet a eu à donner à son niveau, au niveau des États, cette diaspora, que faut-il pour elle, cette jeunesse qui est surtout composée par la jeunesse? Tout à fait. Parce que ce n'est que le reflet de la population africaine. Donc plus de 60% ont 20 ans, quoi. Bien sûr. C'est beaucoup. Monsieur Ousmane, j'aimerais ici dire que la diaspora africaine peut offrir à l'Afrique une grande opportunité. Les dirigeants africains doivent comprendre que cette diaspora peut apporter beaucoup à l'Afrique, dans le cadre de développement institutionnel, dans le cadre des affaires sur le continent et aussi dans le cadre de l'éducation, comme on venait de le dire tout à l'heure. Je pense que les dirigeants africains ont tout intérêt d'ouvrir la porte à nos frères et sœurs qui sont ici dans la diaspora. Et nous avons par exemple des enfants qui sont nés ici en Belgique, qui n'ont jamais mis leurs pieds en Afrique et qui ne connaissent même pas c'est quoi leur pays d'origine. Ils ne comprennent même pas c'est quoi l'Afrique. Tout ce qu'ils apprennent dans nos télévisions, sur nos télévisions, qu'on les apporte, tout ce qu'ils connaissent de l'Afrique. Mais ils n'ont pas cette vision claire sur l'Afrique. Et l'Afrique, ils doivent également défendre au niveau de la diaspora les intérêts surtout de l'Afrique. Moi, je pense qu'il faut développer une politique qui favorise les retours de nos frères et sœurs qui sont africains, qui sont dans la diaspora, et voir leurs talents, où est-ce qu'ils peuvent être utiles dans nos différents États, leur permettre d'avoir cette possibilité également de regagner le pays quand ils en ont besoin. Et surtout ces enfants, pendant les vacances, ils peuvent venir visiter nos institutions au niveau du continent. Les enfants, par exemple, de jeunes Congolais qui sont ici en Belgique, que je connais, qui sont nombreux, qui n'ont jamais foulé les pieds à Kinshasa, tout comme à Lubumbashi, dans les autres coins de la RDC, qui aimeront savoir c'est quoi la République du Congo, et c'est quoi exactement, les gens en parlent, c'est quoi cette grande nation qui est un continent sur un autre, c'est un continent dans un continent et qui peut faire décoller pas seulement l'Afrique et qui peut aussi contribuer énormément au développement du monde entier, surtout dans les secteurs agricoles, dans le secteur d'environnement, bien évidemment, parce qu'avec la forêt équatoriale au niveau de l'Équateur et tout ce que le Congo regorge aujourd'hui, nous pensons que si et seulement si nous ouvrons les portes pour nos frères et sœurs congolais qui sont la diaspora, ça peut aider le pays. M. Ousmane a tout à l'heure mentionné la 6e région de l'Afrique qui est la diaspora, mais je pense que jusque-là, l'Afrique n'arrive pas à mettre en œuvre cela comme il est faut sur le continent, et surtout l'Union africaine a considéré vraiment la diaspora comme cette 6e région africaine et qui peut beaucoup apporter. Moi, je pense que nous avons tout intérêt de voir comment développer cela, permettre à la diaspora de participer dans les décisions prises sur le continent et surtout les décisions liées à la paix et la sécurité, au développement et consorts. Donc, ils doivent avoir, la diaspora doit avoir une place considérable, une place importante au niveau de l'Union africaine, que ça ne reste pas seulement sur le papier, que ça ne reste pas seulement dans les discours, soit disant que la diaspora fait partie de la diaspora est la 6e région africaine, et surtout, nous, au niveau de l'Union panafricaine de la jeunesse, il y a cela 5 ans qu'on avait décidé d'avoir la représentation de la diaspora au niveau du comité exécutif, dont nous sommes en train d'encourager, d'avoir un vice-président de la jeunesse de la diaspora au niveau du comité exécutif et un secrétaire général adjoint du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui viennent bien évidemment de la diaspora pour porter la voix de cette jeunesse africaine de la diaspora qui est frustrée aujourd'hui et qui se soulève en voyant les choses qui les énervent, qui se passent en Afrique et qui exposent la jeunesse africaine, des choses qui nous montrent que nous sommes abandonnés à notre propre sort, des choses qui révoltent cette jeunesse africaine de la diaspora, tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites comme il le faut
au niveau du continent. Donc la voix de la jeunesse de la diaspora africaine doit avoir une place considérable au niveau du continent. Et nous sommes vraiment reconnaissants de voir comment cette jeunesse africaine de la diaspora se soulève, porte la voix de l'Afrique quand il y a des choses qui ne marchent pas. L'exemple plus récent de la situation des migrants en Libye, où les migrants sont vendus aux enchères et des personnes réduites à l'esclavage. Et c'est ceux qui sont plus affectés, sont les jeunes africains. Nous avons vu le jeune de la diaspora s'est mobilisé, le jeune africain de la diaspora, revendiquer auprès des institutions une voix qui a poussé le décideur africain également à décider et qui a poussé le dirigeant africain à agir, qui a poussé également les institutions internationales également à réagir à ces atrocités qui sont considérées comme des crimes contre l'humanité, parce que ce sont des choses inacceptables en ce 21e siècle, parce que ce sont des choses que nous avons apprises dans l'histoire de l'Afrique qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui. Donc nous considérons cette jeunesse de la diaspora africaine comme une jeunesse qui peut apporter beaucoup de choses à l'Afrique. Et aujourd'hui, la question de la migration de migrants en Libye, ce n'est pas une chose qu'on devait attendre, qu'on doit attendre. Oui, mais justement, il ne faut pas les stigmatiser non plus. Et c'est surtout ça qui est important, parce que quelquefois, justement, toute cette diaspora, elle se sent ni bien dans son pays, ni... On va essayer d'avancer. Je crois qu'on va se revoir une autre fois, mais on va essayer vraiment d'avancer parce que le temps donc file et on va justement, donc, comme l'a si bien dit Madame la Présidente, aborder cette question pénible, terrible, inimaginable. Au XXIe siècle, apprendre qu'une traite des êtres humains est presque institutionnalisée dans un coin du monde et tout le monde se tait. Alors, et pourquoi? Comment? Des fils d'Afrique qui ne cherchent qu'un peu d'aisance sous d'autres cieux, comme tous les autres continents ont eu à le faire. L'Europe a eu à le faire, l'Amérique a eu à le faire. Et donc, ces Africains qui partent et ils se retrouvent esclaves. C'est la dernière question. Ok, la dernière question. Vendus et maltraités. Alors, donc, comment peut-on comprendre cela, Madame la Présidente? Vous qui êtes donc la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, peut-être quelles sont concrètement les actions urgentes qui ont été mises en place. Tout à fait. Et malheureusement, on va conclure et on va se revoir parce que je crois qu'il y a énormément de choses à dire. Et mais malheureusement, voilà, le temps est compté. Dire que cette traite des Africains rapporte 30 milliards d'euros par an. Tout à fait, M. Soumana. C'est révoltant. Je pense qu'au niveau de l'Union panafricaine de la jeunesse, nous avons mené quelques enquêtes à ce qui concerne la question de migrants en Libye. Je pense qu'on doit se dire la vérité parce que il ne fallait pas attendre les révélations de la CNN pour réagir, pour sortir et trouver des solutions à ce problème. Parce que moi, je me rappelle dans plusieurs réunions, parce que je représente les jeunes au niveau de l'Union africaine, je participe dans les grandes instances de prise de décision, y compris le sommet des chefs d'État, l'Assemblée de chefs d'État et des gouvernements, où toutes ces questions sont discutées. Mais ça me fait mal de voir qu'il fallait attendre la CNN pour réagir, parce que ce sont les choses que nous connaissons très bien. Et ce sont des rapports qui arrivent dans nos institutions chaque jour. Mais aujourd'hui, il fallait que le monde en parle. Il fallait que les jeunes Africains dans la diaspora se révoltent. Les jeunes Africains sont frustrés, et vraiment frustrés,
concernant cette question et ils sont vraiment, vraiment frustrés contre les dirigeants africains en ce moment. Mais je pense que la responsabilité est aussi partagée. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est une question qui affecte également l'Europe. Et je pense qu'il est temps que l'Europe et l'Afrique puissent se dire des vérités en face, sans pour autant continuer à faire des discours basés sur l'hypocrisie, qui n'arrivent pas à trouver les solutions. Et pour l'Europe, tout comme pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne et l'Afrique sont en train de réfléchir sur le partenariat renouvelé entre l'Union européenne et l'Afrique, parce qu'il y a un accord de Cotonou qui lie l'Europe et l'Afrique, un accord que les deux veulent revoir d'ici 2020, parce que ça expire en 2020. Moi, je pense que le dirigeant européen, les dirigeants africains doivent plutôt passer aux choses concrètes qui peuvent améliorer la vie des Africains, tout comme la vie des Européens. C'est gagnant-gagnant. Que les uns et les autres puissent dire de vérité. Aujourd'hui, le problème des migrants, l'insécurité en Libye, qu'on se pose des questions. C'est le pays qui est devenu ingouvernable, tout simplement parce que les uns et les autres ont eu à intervenir sans un plan qui est plus considérable et qui pouvait aider ces pays à se sécuriser et avoir une nation qui était avant, une nation qui était panafricaine, un pays qui aidait ses frères et sœurs africains, mais aujourd'hui un pays qui commence à montrer l'Afrique comme si nous voulons nous séparer de la Libye. Inacceptable. La Libye reste un pays africain. Néanmoins, nous devons savoir, la responsabilité est partagée de l'Europe tout comme de l'Afrique. La Libye, comment elle sécurise aujourd'hui? Plusieurs gouvernements qui achètent les carburants de la Libye, qui vendent les carburants de la Libye, qui soutiennent les dirigeants actuels de la Libye. Pourquoi il n'y a pas de solution pour ces pays? Donc je pense que nous devons reculer sur notre décision et nous dire des choses directement en et puis face. peut-être se tendre la main pour aider l'Afrique, tout comme aider l'Europe, parce que ces jeunes gens viendront toujours mettre l'Europe mal à l'aise, parce qu'en Afrique, on n'arrive pas à trouver de solutions qu'il faut. Donc nous avons proposé 4 choses en ce qui concerne la question de la crise migratoire en Libye. Nous avons premièrement demandé aux dirigeants africains de prendre la responsabilité de rapatrier les ressortissants. Ça, c'est la première des choses. Ça a déjà commencé avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le Mali également. Voilà, et là, la RDC qui est en train d'emboîter les pas. Et nous avons également demandé à ce que le chef d'État africain sécurise les frontières, nos frontières respectives. Donc nous devons d'abord contrôler le point de départ, là où ils transitent, jusqu'à là où ils arrivent également. Donc nos services de sécurité, nos services de renseignement doivent travailler ensemble pour identifier tous ces réseaux mafieux. Ces réseaux mafieux des trafiquants d'hommes se trouvent dans nos États respectifs. Mais pourquoi nos services de sécurité, nos services de renseignement n'arrivent pas à les identifier? Donc ce n'est pas seulement le problème de la Libye, parce que tous ces trafiquants se trouvent en Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, partout dans l'Afrique. Donc il faut sécuriser les frontières africaines. Nous avons le Tchad qui partage, il y a tout au long du Tchad et la Libye, c'est plus ou moins 1000 km, mais le Tchad arrive à sécuriser la frontière tchadienne. Pourquoi pas le Niger aussi ne pas sécuriser sa frontière et les autres États. Donc ce n'est pas question de l'argent. Qu'il faut aller à ces sommets pour dire que nous voulons l'argent pour résoudre le problème des migrants en Libye. Nous avons besoin de 20 milliards, c'est que les autres ont demandé pour résoudre cette question. Néanmoins, il faut se dire des choses en face parce que l'argent était sorti dans le passé pour sécuriser les frontières africaines. Où est passé l'argent? Est-ce que, parce que dans les frontières, même ceux qui sécurisent les frontières, il manque même les carburants dans une moto pour aller sécuriser toutes ces frontières. Donc il faut pas que encore nos dirigeants reviennent pour dire que voilà. En résumé, Madame la Présidente, rendez-vous à Abidjan la semaine prochaine où il y a beaucoup de patates chaudes. En tout cas, beaucoup de sujets à discuter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cet échange et on espère vous revoir très bientôt avec plaisir sur le plateau d'Africa Europa. Malheureusement, c'est la course contre la montre. Je sais que 2 fois ça engendre de frustration parce qu'il y a énormément
de choses à dire. Et c'est débattre. vraiment avec plaisir qu'on fera un second round sur la thématique. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on vous recevra sur le plateau de l'émission Africa Europa. En tout cas, merci Mona. Merci Madame la Présidente. Merci Marie de Tilly. Merci Monsieur Ousmane. C'était pour nous donc une révélation, mais un plaisir d'avoir partagé donc ces idées qui aujourd'hui posent donc des perspectives sur les défis de l'Afrique. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.